du 20 mai 2025. Ouais, prenez place. Alors, il y en a quelques-uns qui arrivent en retard, parce qu'il y a des embouteillages, entre guillemets, me dit-on. Allez, pas de souci. Par rapport au quorum, donc en termes de pouvoir, Didier Blanchardon, qui sera en retard, qui a donné son pouvoir à Christian Fargeau. Ok. Joy arrive. Florence Sarir, qui a donné son pouvoir à Madame Lemasson. Charles Ducret, qui l'a donné à Monsieur Mardeuil. Cécile Denis, qui l'a donné à Gabriel Vernet. Et Laurette Silvio, qui l'a donné à Monsieur Veillet. Donc c'est tout bon. Ok. Enfin, secrétaire de séance, Gabriel Vernet. Ouais, allez, nickel. Par rapport aux décisions du maire, donc les questions qui ont été posées. Donc vous avez eu réponse des services entre-temps, c'est bon? Vous avez, je vous regarde, David Marie, c'est tout bon? Donc on enchaîne. Ensuite, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 mars dernier. Par rapport aux annotations, ce que vous avez pu écouter, c'est tout bon? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 3 abstentions. Approuvé, je vous remercie. Par rapport à la fin numéro 2, l'augmentation des taux, la taxe sur les friches commerciales. Chantal Lemasson. Bonsoir à toutes et à tous. La commune souhaite poursuivre ses actions en matière de soutien et dynamisation de ses commerces et ainsi renforcer l'attractivité de la ville. L'objectif est de lutter contre la vacance des locaux commerciaux. Cette taxe est due pour tous les locaux soumis à la taxe foncière qui ne sont plus affectés à une activité soumise à la CFE depuis au moins 2 ans, au 1er janvier de l'année d'imposition. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir maintenir le taux sur les friches commerciales, soit 13% la première année, 30% la deuxième année, 40% la troisième. Autoriser Madame le maire à notifier cette décision aux services préfectoraux et à communiquer chaque année à l'administration fiscale la liste des biens susceptibles d'être concernés par cette taxe. Bien, merci Chantal. Par rapport aux questions qui ont été remontées, c'est bon pour les réponses apportées? C'est tout bon? Allez, je vous remercie. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé, je vous remercie. Par rapport à l'affaire numéro 3, l'actualisation des tarifs communaux. Alors en fait, cette délibération, elle concerne exclusivement, et vous l'avez compris, un emplacement en fait de droit de taxi. Alors on vous a mis pour l'information au niveau des tarifs du domaine public. Alors en plus, quand on vous donne les anciens tarifs, il faut savoir que vous avez 2 colonnes, les anciens tarifs, mais les nouveaux tarifs, c'est pas tant les nouveaux tarifs, c'est les tarifs qui sont actuels depuis conseil municipal, donc voté le 31 mai déjà 2023. Ok. Mais là, cette délibération, c'est parce qu'on a eu des demandes et effectivement, il a fallu revoir pour se remettre en conformité, puis faire valoir effectivement cette sollicitation pour les taxis. Par rapport aux questions qui ont été remontées, réponse apportée. David Marie-Bellet. Oui, merci. C'est plus pour une explication de vote, puisqu'on a eu les éléments et on a remercié les services pour ça. C'était de rappeler en fait évidemment notre volonté de pouvoir mieux encadrer l'occupation de domaine public. C'est ce que l'on avait déjà dit il y a 2 ans, en 2023, lorsqu'il y avait eu la première délibération qui avait été prise pour cette évolution des tarifs. On avait notamment soutenu le fait d'introduire des tarifs liés au chantier qui n'existaient pas. Et on avait mentionné notre désaccord sur l'évolution des tarifs concernant les locations de parcelles pour les jardins familiaux. Et ce soir, on nous demande de faire évoluer le prix du stationnement, du droit de stationnement taxi. On a bien compris que ça ne porte que là-dessus. Et à la lecture de la délibération, et c'était en ça qu'on avait fait remonter une question, il était mentionné un comparatif avec d'autres collectivités du territoire. Et pour nous, on nous a fait remonter que 2 communes, donc ça nous semble un peu léger en termes de comparaison, même si on peut entendre
les motivations de l'évolution du prix. Et voilà, c'est pour préciser que, au regard de notre position en 2023 et de cette insuffisance-là que je viens d'évoquer, on continuera à s'abstenir sur cette tarification soumise au vote. Oui, bah écoutez, non, on en prend connaissance de votre remontée. Bon, écoutez, il y a un emplacement taxi qui se situe à la gare, il y a une mise en conformité qui est faite au regard de la réglementation, il y a une demande et nous une obligation que d'y souscrire et de passer la délibération. Voilà, on a bien pris note, Monsieur Veillet, de votre position. Je vois, par rapport au prix identique proposé à Villeray, c'est 90 € par an, légèrement inférieur à celui fixé à Roanne, l'emplacement taxi, 120 €. OK. D'autres, c'est tout bon? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 3 abstentions approuvées. Je vous remercie. Par rapport à l'affaire numéro 4, la gratuité de la mise à disposition du parc Beko pour le Forum des créateurs. Belle manifestation et joli événement pour les gens. Chantal Lemasson. Donc, depuis 2021, un marché de créateurs est organisé dans le parc Beko. Cette année, le Forum des créateurs aura lieu le samedi 14 juin et le dimanche 14 septembre. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la mise à disposition gracieuse du parc Beko à l'association Arts Academy, association à but non lucratif et d'intérêt général, à l'occasion de ces 2 journées. Aucune remontée de questions. En tout cas, on invite effectivement les personnes. Donc, toutes les informations sont sur le site de la mairie en temps et en heure. Et puis, la communication presse et réseaux sociaux se refait également. Venez dans le parc Beko et venez voir les créateurs et passer ces journées-là et ces moments, ces temps forts avec nous. Parce que c'est vraiment des moments super agréables. Et puis voilà, c'est aussi l'occasion de découvrir le parc Beko. Puis surtout, prochainement, terminer, métamorphoser, réhabiliter, réformer, pour faire sortir les gens et passer des bonnes journées. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé, je vous remercie. L'affaire numéro 5, l'opération Passeport été 2025, approbation des tarifs et de l'aide financière de la commune aux familles et conventionnement avec les partenaires associatifs. Franck Bopti. Donc, la ville de Coteau participe comme chaque année à l'opération Passeport pour les jeunes de 8 à 16 ans, en collaboration bien sûr avec 5 autres communes, Roanne, Mably-Riorges, Villeray et Comelles-Vernet. Alors pour l'année 2025, le coût de l'inscription de chaque stage est proposé à 35 €. Chaque commune peut décider de l'application du tarif réduit aux familles en revenus modestes. Il est proposé d'accorder un tarif réduit de 14 € aux familles dont le quotient familial est inférieur à 610 €. Au titre de l'opération, la ville de Coteau, organisée en 2025, nous aurons donc un stage au tennis club Costellois et 5 stages à l'AS Karting. Donc le coût des stages pour les communes varie en fonction des associations. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider le montant du plein tarif à 35 € par stage et par enfant, ainsi que le tarif réduit de 14 € par stage et par enfant pour les familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 610 €. Limiter les inscriptions à 2 stages au maximum par enfant et un seul stage du même type par enfant. Valider le principe d'un paiement par stage aux associations les animant conformément au tableau ci-dessus, sur présentation d'une facture détaillée émise après le déroulement du stage. Autoriser Madame le maire à signer les conventions, à intervenir avec chaque association concernée. Alors, toutes les informations pour votre information, la globale, seront en ligne à partir de mercredi sur le site de la ville du Coteau. Voilà. Bien, merci Franck. Au niveau des questions remontées, il n'y en a pas. Monsieur Veillet? Oui, c'est pour une explication de vote. En fait, chaque année, depuis le début du mandat, on a eu l'opportunité de rappeler à quel point nous sommes attachés au dispositif.
Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Par contre, et malheureusement, chaque année, on a pu constater la dérive tarifaire sur le dispositif. Et la délibération de ce soir le confirme, puisqu'on est encore, et ce n'est pas mentionné, mais on est encore sur une hausse de 1 euro, que ce soit pour le plein tarif ou pour le tarif réduit. Et je dis encore, puisqu'on est sur une énième hausse qui, quand on regarde quand même, et c'est facile de le faire, le mandat précédent, la hausse sur les 6 années 2014-2020 avait été de 1 euro. Et depuis le début du mandat, donc depuis 2020, la hausse porte à 5 euros. Donc ce qui fait qu'on est quand même sur une augmentation de près de 17% depuis le début du mandat. On a alerté chaque année en disant que c'était pas quelque chose qui nous semblait pertinent là-dessus, et chaque année on nous a fait la même réponse, comme quoi eh ben oui, c'était pas la ville du Coteau qui décidait, etc. Sauf que finalement, qu'est-ce qu'il en est sur les remontées par rapport à cet élément. Donc pour toutes ces raisons cumulées, c'est la première fois qu'on le fera du mandat, mais on votera contre cette énième augmentation parce qu'on considère que ce n'est pas juste de fonctionner ainsi année après année. Bien, M. Veillet, M. Maupetit, effectivement, a une réponse à vous faire. Oui, donc pour vous répondre, en fait, donc c'est la ville de Roanne qui chapeaute cette action. Donc la hausse a été prévue déjà depuis le départ. C'était une hausse qui était de 5 euros à peu près. Ils n'ont pas voulu la mettre d'entrée, ils l'ont étalée sur plusieurs années, en sachant que, justement, on en a parlé à la dernière réunion, c'était la dernière augmentation de 2026, il n'y aura pas d'augmentation. Ça a suivi l'inflation, ça n'avait pas été augmenté depuis un certain temps. Pour pouvoir suivre et rémunérer les stages, ceux qui participent, il fallait qu'il y ait une augmentation. Et ça a été, je vous dis, c'est chapeauté par la ville de Roanne qui fait les calculs, et donc on est 6 communes, dont Roanne qui chapeaute tout ça. Voilà. Bien, peut-être que la réponse ne vous a pas satisfaite, M. Veillet. En tout cas, on en prend acte. Et au regard des débats qu'il y a eu et des remontées, évidemment, parce qu'on souscrit aussi à vos propos, le fait est que les associations en face, qui ont aussi des salariés, font remonter aussi leurs charges. Et tout est pesé et pris dans la balance lorsqu'il y a des dispositions. Franck vous l'a expliqué, les débats ont eu lieu. L'augmentation était prévue déjà au fil du temps. Maintenant, on peut entendre vos arguments. Moi, il ne me dérange absolument pas. Le fait est que les associations font remonter aussi avec leurs salariés leurs charges, leurs factures aux différentes collectivités, et que la ville de Roanne, là-dessus, qui chapeaute tout, a toujours été très claire à ce niveau-là. C'est tout bon? Bien, je vais les 3 contre, alors? D'autres? C'est tout bon? Alors, qui est contre? 3. Des abstentions? Allez, approuvé, je vous remercie. Par rapport à la délibération suivante, l'approbation de la signature pour la convention avec l'association Fédération française des véhicules d'époque, la FFVE, donc qui est une demande qui nous a été formulée par nos amis de l'association Car Utilitaire et Compagnie, la station aux eaux du Coteau. Donc ce label-là et cette signature de convention permettra, à travers justement la réception de ce label, comme le nom l'indique, label, être labellisés dans leur parcours effectivement à eux, de manière à pouvoir, lorsqu'ils font des manifestations, le but c'est nous de leur mettre à disposition une dizaine de places de parking, du stationnement, et les amoureux des véhicules anciens ou dans le cadre de leurs différents périples de la Nationale 7, de la route bleue et du trajet qu'ils ont, en s'arrêtant au Coteau, l'intérêt justement d'être labellisé, c'est d'être référencé. Et le but pour l'association Car Utilitaire et Compagnie, avec leurs membres, c'est de pouvoir aller au restaurant, au Coteau, consommer dans la ville et faire connaître et promouvoir la ville du Coteau. Donc c'est plutôt une belle chose. Donc évidemment, on y souscrit avec un immense plaisir et autant que faire se peut, leur montrer tout à fait le soutien de la ville du Coteau dans le cadre des manifestations, en tout cas qu'ils organisent, et on les remercie du travail qu'ils effectuent au titre de la promotion de notre ville. Il y a eu une remontée de questions sur cette affaire.
par rapport au... C'est tout bon. C'est tout bon, ouais, M. Vélé. Allez, bah nickel. Donc c'est... Voilà. Pas d'autres. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc 3 abstentions. Approuvé, je vous remercie. Pour l'affaire numéro 7, convention d'objectifs et de financement du centre socioculturel 2025-2026, Gabriel Vernet. Bonsoir à tous. L'année 2025 est une année charnière pour le centre socio-culturel qui doit renouveler sa demande d'agrément auprès de la caisse d'allocation familiale au titre de l'exercice de la fonction d'animation globale et de coordination pour la période 2025-2028. Le centre social a donc élaboré un projet social qui a été présenté aux partenaires financiers le 26 novembre 2024. Ce projet, validé par la CAF, met notamment en avant des données statistiques et socio-économiques de la population, ainsi que certaines problématiques relevées sur le territoire communal. Sur la base de ce projet, la CAF a préparé une convention d'objectifs et de financement qui prend en compte les missions définies par chaque partenaire en fonction des orientations nationales ou locales auxquelles il se réfère. Cette convention détermine également les contributions financières de chacun, commune, CAF, conseil départemental, Roanne Agglo et centre social. Cependant, en raison de la situation financière difficile du centre social culturel et afin de mettre en œuvre les actions correctives attendues, la CAF a délivré de la structure un préagrément pour la période 2025-2026. En conséquence, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention d'objectifs et de financement du centre social pour la période 2025-2026. Autoriser Madame le maire à signer la dite convention avec l'ensemble des financeurs ainsi que toutes pièces s'y référant et les amenants potentiels sur cette même période. Vous approuvez? Elle va bien vite, Gabrielle Vernet, elle est pressée ce soir. Bon, par rapport au centre socioculturel, alors déjà des remerciements effectivement pour le travail qu'ils accomplissent au quotidien. Je pense, et puis je vous regarde, Monsieur Veillet, on a eu l'occasion d'avoir des discussions, un acteur primordial et évidemment de qualité dans la commune, au regard des enjeux avec les familles et les repérages voilà, qu'ils peuvent parfois effectuer et surtout d'un intérêt évidemment dans le cadre de l'intérêt général, c'est vraiment un acteur, moi que j'estime essentiel dans la vie de la cité. Les remercier aussi et les encourager par rapport à l'Assemblée générale dernière que nous avons eue, puisque ils ont en interne fait d'énormes efforts pour Didier. Non, pardon. Ici, oui, pardon, excuse-moi. Arrivée de Didier Blanchardon. Ils ont fait d'énormes efforts par rapport à la situation financière qui était la leur. Alors, ça n'est pas uniquement une situation que subit le centre socioculturel du Coteau. C'est effectivement au niveau national. Mais on peut sincèrement saluer le travail des équipes dirigeantes, bénévoles et en poste là-bas, parce qu'ils ont vraiment, dans l'intérêt en plus de préserver cette structure et la qualité de savoir-faire, trouvé des leviers, effectué certaines choses et pris certaines responsabilités. En tout cas, la ville du Coteau souscrit parfaitement à l'accompagnement qui est fait et les remercier encore pour la qualité de travail qu'ils ont dans le cadre des Luditans. La mission et la délégation qu'on leur a confiée à ce niveau-là est d'intervention dans nos écoles. Donc ça, c'était vraiment en préambule pour parler du centre socio-culturel et aussi on est conscient qu'au niveau national, voilà, il y a encore d'autres efforts, mais ça, c'est du ressort de la CAF et à notre niveau communal, voilà, ni le conseil municipal ne pouvons avoir de levier là-dessus. L'agglomération a également aussi joué sa partie, puisqu'on s'est tous vus et ça a été dans leur intérêt. Et ils ont su remercier l'ensemble des acteurs et à notre niveau, en tout cas, je leur retourne ces remerciements pour le travail effectué. Il y a eu question remontée. Monsieur Veillet. Oui, merci. Juste en complément, en fait, moi je souscris à ce que vous venez de dire. On a eu en effet l'occasion d'échanger sur ce sujet-là et le soutien, on l'a toujours apporté au centre socio-culturel. On avait souligné le fait, à notre demande, d'avoir pu être d'une réunion qui s'était tenue le 17 janvier 2024.
C'était juste avant le mouvement national qui avait été tenu fin janvier 2024. Et donc ça, on avait pu apprécier d'être sur une réunion rassemblant aussi bien majorité qu'opposition. Depuis, à plusieurs reprises, je dis on, mais c'est Laurette qui a souvent fait la demande de pouvoir avoir de nouveau un temps d'échange avec le centre socio-culturel. On l'avait évoqué en commission, et on regrette de ne pas avoir eu cette possibilité-là, d'avoir de nouveau un échange, puisque finalement, ça fait presque 1 an et demi. Vous avez des échanges avec le centre, bien évidemment, mais on aurait aimé pouvoir être présent, donc on réitère cette demande, parce que ça nous paraît indispensable, et on maintient aussi cette proposition de revoir à un moment donné, et ça, on a eu aussi l'occasion d'en discuter avec Madame Lemasson, sur la subvention annuelle. Voilà, on ne compte pas de la même manière, mais il nous semble qu'il y a aussi eu de notre part des transferts de charges. Vous parliez des Luditans, et qui, quelque part, avec l'inflation entre-temps, vous parliez d'inflation tout à l'heure sur Passeport, il semblerait quand même plutôt logique de pouvoir aussi suivre sur ce transfert qui a été réalisé. Mais ça, on a eu déjà l'occasion d'en discuter lors des débats d'orientation budgétaire et des budgets. Voilà, je le rappelle là. Et évidemment, on va voter favorablement sur cette convention, enfin en tout cas cet avenant à la convention. Alors, Monsieur Veillet, proposer un échange, oui, pourquoi pas. Enfin, moi, j'y suis absolument pas contre. Je regardais Gabriel Vernet, donc pourquoi pas proposer un échange à la rentrée avec la direction, il n'y a aucun souci. Mais alors, par contre, sur le côté budgétaire, on l'a fait. C'est-à-dire qu'on a même eu le plaisir, c'est là quand même, c'est incroyable, parce qu'on a même eu le plaisir à l'Assemblée générale. À la base, souvenez-vous, les propos du centre socioculturel, c'est un déficit de 100 000 €. Combien, Chantal, à peu près ? Énorme, voilà. Ils sont à même pas 19 000. C'est vous dire que la commune du Coteau, même justement dans leurs soucis financiers, on a pris notre part. Parce que le conseil municipal dernier, il a fallu augmenter, effectivement, on a fait le nécessaire. Mais pas que, l'agglomération a aussi joué sa partie. C'est-à-dire que pour arriver, et dans des structures comme ça, au regard du contexte national difficile et la difficulté financière des centres socioculturels, la commune du Coteau et son centre socioculturel font partie de ceux qui s'en sont le mieux sortis, avec un tout petit déficit au final. Et comme je disais tout à l'heure que je salue aussi le travail qui a été fait en interne, parce que c'est des grosses discussions qu'on a eues avec eux, et ça n'a pas toujours été simple, c'est vrai qu'on s'est vu à plusieurs reprises, mais je remercie sincèrement le travail qu'ils ont effectué. Le bureau et l'équipe de direction, on s'est vu à plusieurs reprises, chacun, en fonction de qui on est, a fait des efforts, a mis, à un moment donné, ce qu'il avait à mettre sur la table pour négocier, de manière à le faire en totale cohérence dans l'intérêt général de cette structure-là. Et bien, vous voyez, au final, des discours qui étaient, il y a quelques mois en arrière, alarmants, 100 000 €, le centre socioculturel risque de fermer, parce que c'était aussi une réalité, puisque c'est le cas au niveau national. Voilà, donc c'est plutôt à remercier. Mais sur le principe, en tout cas, d'avoir des échanges, et au contraire, moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Et Gabriel Vernet verra dans le cadre d'une commission sans aucun problème. Et merci, oui, d'y souscrire à notre manière de voir les choses, parce que je sais que vous y êtes sensible, et je pense que vous et moi, là-dessus, on a le même point de vue. Pour ce qui est de l'aspect budgétaire, c'est, quand on a eu l'occasion d'en discuter, c'est juste un changement de posture. C'est que plutôt que d'attendre en fait les résultats d'exercice, où on sait désormais les éléments de déficit qui sont récurrents, c'est aussi pour faciliter quelque part le travail du centre socioculturel et de rassurer un petit peu. Bien sûr qu'on vient abonder chaque année avec, alors j'aime pas ce terme-là, une forme de rallonge à la subvention qui vient en partie combler des éléments, pas la totalité, et là-dessus on est bien d'accord. Mais voilà, nous c'est sur finalement le montage, c'est-à-dire qu'on a eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises. Plutôt que de le faire après, c'est de pouvoir le faire avant pour sécuriser aussi le centre socioculturel et quelque part, j'allais dire, sécuriser, rassurer et qu'ils puissent mener leurs actions en toute tranquillité sans avoir cette épée finalement de Damoclès. Voilà. C'est juste par rapport à ça, sinon on est entièrement d'accord sur le soutien qui est fait. Mais je l'entends et merci de vos propos et j'entends ce que vous dites. Après, le tempo n'est pas forcément celui-ci. Quand autour de la table, vous avez d'autres acteurs que vous ne maîtrisez pas et c'est essentiellement la CAF.
Mais on est d'accord sur le fond et vous comme moi ou l'équipe, on remercie le travail de qualité qu'ils effectuent. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. Merci beaucoup pour eux. Pour les délibérations à venir, donc c'est Jean-Luc, c'est ce que tu me disais, donc 8. Ah, c'est celle d'après. Ok, donc pour la délibération numéro 8, mise à jour de la convention service d'assistance à la gestion énergie, le SAGE, j'adore ce terme, moi, SAGE, du ciel. Jean-Luc Mardeuil, c'est pour après, ok. Alors, l'affaire numéro 8. Par délibération en date du 28 mai 2024, la commune a adhéré au service d'assistance de gestion énergétique du ciel. Lors du bureau syndical du ciel en date du 10 février 2025, les élus du syndicat ont délibéré pour une mise à jour de la convention SAGE. Cette mise à jour consiste en la suppression de termes relatifs à la maîtrise d'œuvre à la suite de révision des statuts du syndicat, le renvoi automatique au tableau des contributions voté annuellement lors du comité syndical, le remplacement de l'option bâtiment neuf et réhabilitation par une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ces évolutions sont marginales et n'entraînent pas de modifications importantes concernant l'accompagnement proposé. Afin d'harmoniser les conventions en cours pour l'ensemble des adhérents, les élus du ciel invitent les conseils municipaux à adopter le nouveau modèle de convention du SAGE par le biais d'une délibération. L'adhésion à ce service est prise pour une période de 6 ans minimum et à l'issue de cette période, adhésion pour une durée annuelle par tacite reconduction. Le montant de la contribution que la collectivité s'engage à verser annuellement au ciel s'élève à 3 920 €. Enfin, les modules complémentaires choisis en 2024 restent les mêmes, à savoir la télégestion, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et les projets énergie renouvelable et réseaux de chaleur. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la mise à jour de la convention, confirmer le choix des modules suivants, télégestion, assistance à maîtrise d'ouvrage, projet énergie renouvelable et réseaux de chaleur, et enfin autoriser Madame le maire à signer la convention et toute pièce à intervenir. Merci. Bien, merci Jean-Luc. Une question nous est parvenue. Monsieur Veillet, pour la réponse, ça vous convient ou Oui, des c'est précisions? bon. Ouais, Oui. c'est bon. Oui, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Allez, approuvé, je vous remercie. Donc, c'est pour les suites des affaires. Donc, 9, 10, 11. Ce que je vous propose, c'est que, voilà, on fasse un vote. OK? Jean-Luc vous présente en globe, en groupe, en bloc, et on fait un vote. OK? Bon. Alors donc, présentation en une seule fois de l'affaire 9, 10 et 11, puisqu'elles sont exactement identiques, c'est juste les lieux qui changent. Il y a lieu d'envisager la mise en place des systèmes de télégestion pour optimiser la gestion de l'hôtel de ville, du gymnase de la Glacière et de la halle Pierre-Coubertin. Concernant l'hôtel de ville, salle Tardy et une partie du 2e étage, le coût de l'installation est de 6 819,95 € hors taxe et la maintenance annuelle de 307 €. Concernant le gymnase de la Glacière, le coût de l'installation est de 12 384,67 € hors taxe et la maintenance annuelle de 257 €. Concernant la halle Pierre-Coubertin, le coût de l'installation est de 9 887,85 € hors taxe et la maintenance annuelle de 247 €. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la souscription à l'option télégestion de la compétence optionnelle SAGE pour l'hôtel de ville, donc l'affaire numéro 9, le gymnase de la Glacière, l'affaire numéro 10, et la halle Pierre-Coubertin, affaire numéro 11, et autoriser Madame le maire à signer la convention correspondante. Approuver la contribution de la commune, étant entendu que la contribution sera calculée au montant réellement exécuté. Autoriser Madame le maire à signer toute pièce à intervenir. Bien, il y a une question qui nous a été remontée pour la réponse. Elle est suffisante? Bon. Oui. Ok, merci. Alors, Thomas Nardou, le directeur général des services, me dit on fait quand même 3 votes. Monsieur Gabert. Oui, c'est juste une petite question. Là, vous nous avez donné les économies espérées sur ces installations. Vous avez écouté ce que j'avais dit donc, dans un conseil récent où je pense que la télégestion de des chauffages, des énergies dans les bâtiments, ça induira automatiquement
des économies. Ça, j'en suis certain, parce que je mesure, moi, industriellement, dans mes bâtiments. Par contre, vous nous avez donné des économies en kilowatts, ce qui représente en gros 15% d'économie. Hein. Je pense que si on s'occupe vraiment, on peut monter jusqu'à 20-25% d'économie, si on s'en occupe réellement, sérieusement. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des euros en économie espérée. Voilà. Alors, je peux vous donner des exemples, mais vous avez bien compris que pour l'instant, la télégestion, c'est le début, donc on n'a pas assez d'historique. Mais je peux quand même, j'ai fait quelques petits calculs approximatifs par rapport à ça. Pour la salle Coubertin, on peut espérer à peu près 5 000 € d'économie hors taxe par an. Pour la salle de la Glacière, environ 2 000 €. Et pour l'hôtel de ville, environ 8 000 €. C'est à peu près le calcul qu'on a fait avec les services. Bon, c'est approximatif, on n'a pas assez de recul. Parce qu'effectivement, vous affondez les chiffres en Souvenez-vous que kilowattheure. ce que je vous dis aujourd'hui, si vraiment on gère sérieusement, on peut faire beaucoup plus. Alors. Oui, simplement, ça fera un amortissement en combien de temps? 6-7 ans, c'est ça, non, à peu près? Et sur quelle base de calcul s'est basé le ciel, justement, pour faire son étude? Alors là, je n'ai pas la réponse à votre question, mais l'amortissement... Alors, à moins que vous vous exonériez du règlement intérieur, où on vous demande par respect pour les services 48 heures avant, je pense que, parce que si vous voulez des réponses, c'est bien, puis même pour celles et ceux qui nous regardent, ou celles et ceux qui sont présents, on peut vous les apporter, les réponses. Mais faites au moins comme les autres, par respect, vous posez vos questions. Vous pouvez nous communiquer les réponses après le Conseil. Et évidemment, il n'y a pas de souci. Pas par rapport à votre question, mais quand même, je tiens à vous apporter quelques précisions par rapport à ça, si vous posez des questions par rapport à tout ça. Ouais, je vous rappelle que ce n'est pas un choix personnel, mais c'est une obligation réglementaire de mettre en place tous ces outils, déjà. Voilà. Donc, je vous rappelle que le décret tertiaire impose aux propriétaires de bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² de réduire leur consommation énergétique selon une année de référence définie et comprise entre 2010 et 2020. Pour le coteau, ça sera l'année 2011. Donc là, c'est une précision que je vous donne. On fait tout pour pouvoir arriver à l'échéance 2030 à répondre aux exigences du décret tertiaire. Parce que je vous rappelle aussi qu'on est tenu de faire une baisse de 40% de consommation en 2030, de 50% en 2040 et une baisse de 60% en 2050. Donc, il y a du travail. Et quand vous me parlez de retour sur investissement, moi je comprends, mais je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que je suis obligé de mettre en place ces outils. Non, mais c'était pas un jugement. Hein. On est en phase sur ça. C'était juste pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse, voir si vous aviez un petit peu plus d'éléments sur les études du ciel. Oui, mais je préfère vous préciser que, effectivement, c'est réglementaire et on n'a vraiment pas le choix. Quoi. Alors, comprenez justement, au regard des arguments de Jean-Luc Mardet, qu'il y a du travail au coteau. Parce que quand on voit effectivement les réformes, les décrets à appliquer, la vétusté des bâtiments, leur antériorité, il y a du travail, il y a du boulot, il y a des chantiers. Donc, pour l'affaire numéro 12, approbation d'une convention de location de matériel entre la ville du Coteau et la ville de Riorges. Thierry Collet. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc il s'agit du renouvellement d'une convention. Afin de faciliter le travail de leurs services techniques respectifs, la commune du Coteau a conclu une convention avec la commune de Riorges au sujet de location réciproque de matériel. Les travaux réalisés avec ces matériels sont effectués par le personnel municipal des services techniques respectifs des deux collectivités dans le cadre de l'entretien et de la maintenance de leur patrimoine, voirie, espaces verts et bâtiments. La ville du Coteau et la ville de Riorges disposent distinctement de différents matériels qui peuvent être intéressants de se prêter. Pour ce faire, il convient de préciser les modalités de ces mises à disposition de matériel par le biais d'une convention. Vous avez eu les tarifs en annexe. Cette convention conclue pour une durée d'1 an à compter du 1er juin 2022 était renouvelable par tacite reconduction par période de 1 an, et ce, dans la limite de 3 fois. Elle arrive donc à échéance et il convient de la renouveler selon les modalités dans le projet de convention joint en annexe. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de convention à intervenir avec la ville de Riorges et autoriser Madame le maire à signer cette convention, dire que ces dépenses seront imputées sur le budget de l'exercice en cours au compte de location 61 358. Je vous remercie.
Merci Thierry. Donc c'est une bonne chose, en tout cas dans l'intérêt des agents, effectivement, d'un partenariat avec l'autre municipalité. J'ai pas de questions qui nous ont été remontées. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. Je vous remercie. L'affaire numéro 13, l'approbation d'une convention de prélèvement et d'analyse de légionnelle sur eau chaude sanitaire. Jean-Luc Mardeul. Donc l'affaire numéro 13, la commune a l'obligation de procéder à des analyses de légionnelle sur eau chaude sanitaire dans les bâtiments communaux. La convention avec l'entreprise Terrana Puy-de-Dôme précise les bâtiments communaux suivants: stade du Pré des Bœufs, complexe des Étines, karting, gymnase, Coubertin, gymnase de la Glacière, gymnase des Plaines, espace des Marronniers, dojo, école maternelle du centre, école maternelle Charles-Gallet et centre social. La présente convention est renouvelable chaque année par tacite reconduction. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de convention de prélèvement et analyse de légionnelle sur eau chaude sanitaire joint à la présente délibération et d'autoriser Madame le maire à la signer. Alors, une question nous a été remontée par rapport à la réponse. C'est tout bon? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. Je vous remercie pour l'affaire numéro 13. L'affaire numéro 14. La désignation d'un avocat pour représenter et défendre les intérêts de la commune du Coteau et de son maire. En plus, on a une chance exceptionnelle, c'est d'avoir d'autres personnes en qualité de journalistes et je les remercie de leur présence. Et je sais, de source sûre, qu'il y a un audimat ce soir sur le conseil municipal incroyable. Ça n'intéresse absolument personne, ce qui se passe. Alors, Madame le maire, en date du 25 octobre 2023, transmettait au parquet général de Lyon, au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, un signalement qu'elle n'a jamais rendu public. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais rendu public l'article 40. Le président de l'agglomération l'a fait. Et ensuite a décidé de mon éviction, de ma destitution. Nous avions pris justement à ce moment-là une décision du maire. Et cette décision du maire, effectivement, en octobre ou en novembre, je ne sais plus, la date, donc où justement pour représenter la commune et c'était en justice, où je proposais les services d'un avocat. Ce soir, la délibération, on vous demande effectivement d'accepter le fait qu'officiellement, André Buffard, ténor du barreau national, grand pénaliste national, soit le conseil de la commune et de votre maire. Dans cette délibération, ça veut dire que officiellement, à partir de ce conseil municipal, et au regard de certaines choses, d'avancées, pour les affaires de l'article 40 déposées par votre maire et les affaires connexes, il sera habilité à s'exprimer. Pour des raisons de temps judiciaire, sur le plan pénal et des enquêtes ouvertes, dont la police judiciaire de Lyon est en train d'effectuer encore certaines auditions. Aujourd'hui, je vous demande d'accepter qu'André Buffard soit l'avocat de la commune du Coteau et me représente au
aucune question n'a été remontée, qui est contre? Je sais pas. Je sais pas. Je me permettrais juste une petite remarque, Madame le maire. Si jamais d'aventure vous décidez d'arrêter la politique ou par quelque autre moyen, je vous conseillerais derrière d'aller raconter des contes pour enfants ou tout autre conte, parce que vous avez une aire de théâtraliser ça. Moi, sincèrement, ça me fait pas sourire ces affaires. Et vous théâtralisez ça, vous racontez ça comme un conte. Alors qu'il y a une délibération, vous pouvez juste vous la lire, tout simplement. Ça paraît quand même, tout ça, ça fait vraiment très mise en scène, quoi. Raffin, vraiment. merci. Faites du théâtre, même. Monsieur Gabert, vous souhaitez dire quelque chose? Allez. Voilà. Alors, concernant cette affaire 14, cette demande s'inscrit dans un contexte de conflit politique personnel impliquant Madame Creuset-Tête. Or, les intérêts particuliers ne sauraient se confondre avec ceux de la collectivité. La commune ne peut être engagée dans des démarches motivées par des considérations privées. Nous ne pouvons voter des autorisations de dépenses pour des actions non définies à l'avance. L'absence de précision sur les objets et le montant des dépenses va à l'encontre du principe de bonne gouvernance de notre commune. Tout engagement doit être justifié, encadré et plafonné. Nous refusons de voter le crédit sans plafond. Pourquoi avoir choisi comme avocat Maître Buffard? Le choix d'un avocat doit se faire sur la base déontologique d'un devis ou d'une convention d'honoraires avant toute diligence de sa part. Ainsi, en réponse à une question d'un élu, le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec la collectivité territoriale a publié le 7 avril 2022 la note suivante. La loi 91-647 du 10 juillet 91 relative à l'aide juridique édicte que l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Ainsi, dans le cadre d'une action contentieuse engagée en demande ou en défense, une commune est tenue, lorsqu'elle a recours à l'assistance d'un avocat, de conclure avec lui une telle convention, ce qui n'est pas le cas ici. La compétence pour conclure cette convention appartient en principe au conseil municipal, dans la mesure où il est chargé, conformément aux dispositions de l'article 21-21-29 du Code général des collectivités locales, de régler par ses délibérations les affaires de la commune. Je vous ai demandé la convention conclue avec Maître Buffard, que vous ne m'avez toujours pas communiquée. Pourquoi? Vous demandez au conseil municipal d'ester en justice, je cite, d'ester en justice et désigner comme avocat Maître Buffard. Fin de citation. Sur quel fondement voulez-vous ester devant un tribunal? Voulez-vous régulariser une situation illégale? Avez-vous fait payer par la commune un avocat en 2023 pour l'article 40 que vous avez déposé sur le centre aqualudique, sans avoir demandé l'autorisation au conseil municipal? Si la réponse est oui, combien cela a-t-il coûté à notre commune? En résumé, vous nous demandez dans cette affaire de payer Maître Buffard pour des actions réalisées en 2023 et de le rémunérer sans limite pour des futures hypothétiques actions. Eh ben, merci de votre écoute. Ben, je ne sais pas qui vous aide à rédiger vos... Ah ben bravo alors. Mais je pense que... Alors je pense qu'effectivement, vous n'avez pas écouté mes propos de départ. Je viens d'expliquer un tempo. Je viens d'expliquer, à un moment donné, le dépôt d'un article 40 que je n'ai pas rendu public. Un process, des enquêtes. Monsieur Gabert, c'est pas à moi de m'exprimer. Il n'y a qu'une seule personne et elle s'appelle Madame le procureur de Saint-Étienne. Donc, je dis juste qu'aujourd'hui, officiellement, André Buffard, je propose au conseil municipal qu'il défende les intérêts de la commune. Qui est contre? Mais vous aurez les réponses. Et, non, je pense que quand vous comprendrez, en fait, vous mélangez le droit, les procédures. Eh non, Monsieur Gabert. Vous vous foutez de moi? Monsieur Gabert. Mais vous vous foutez de moi? Je ne me permettrai pas. Monsieur Gabert. Je propose, vous avez le droit d'être contre, à partir de ce soir, à ce que Maître André Buffard
défendent la commune du Coteau. Qui est contre? Et son maire. Allez. 2. 5 contre. Approuvé, je vous remercie. Je vous signale, Madame le maire. Je vous signale, Madame le maire, non. Non, pas je vous signale, Madame le maire. Pas je vous signale, Trop, hein. Madame le maire. Affaire numéro 15. Je laisse la parole à Jean-Luc Mardeuil. Alors, l'affaire numéro 15. Il s'agit d'une demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle au bénéfice du maire. Madame le maire a transmis en date du 25 octobre 2023 un signalement au parquet général de Lyon au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale et fait l'objet depuis ce signalement de diffamation, d'outrage et menaces. Monsieur Bernard Gabert a transmis au procureur de la République un signalement au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, accusant Madame Sandra Creuset-Tête de conflit d'intérêts. La commune est tenue de protéger les élus contre les attaques telles que des violences, menaces, outrages, diffamations ou injures dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou de fait de leur fonction. Lorsque la protection fonctionnelle est demandée par un élu, le conseil municipal, en tant qu'organe délibérant de la commune, est l'autorité compétente pour se prononcer sur cette demande au nom de la commune. La protection fonctionnelle des élus municipaux est notamment régie par les dispositions de l'article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que la commune est tenue de protéger le maire et les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leur fonction et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir accorder la protection fonctionnelle à Madame Sandra Creuset-Tête, maire du Coteau, pour la mise en œuvre de poursuites judiciaires dans le cadre des attaques dont elle fait l'objet. Alors, pour la suite, y a-t-il des interventions ? Allez-y, c'est votre droit. Dans cette affaire, Madame le maire, vous semblez confondre dépôt de plainte et signalement fondé sur l'article 40 du Code de procédure pénale. Or, aucune plainte n'a été déposée contre vous. Suite aux différents constats que nous avons faits dans votre pratique et la mise en œuvre de vos décisions, nous avons, nous, élus municipaux, conformément à l'obligation légale que nous impose l'article 40 du Code de procédure pénale, demandé à la justice de vérifier si vos décisions et vos actions sont conformes au droit. Avoir écrit au procureur, ce n'est pas de la diffamation, ce n'est pas des attaques contre votre personne, c'est de l'action citoyenne responsable. Vous n'êtes coupable de rien, pour l'instant. En conséquence, le vote de la protection fonctionnelle n'a pas lieu d'être. Nous voterons contre. D'autres interventions ? Juste une petite remarque, il y a une coquille dans la délibération sur la date. C'est marqué 2025, c'est 2023 il me semble. Ça a été rectifié. J'ai bien annoncé 2023. Mais j'ai pas reçu le rectificatif. Donc juste, alors, voilà. Je ne sais plus le circuit, mais je crois que ça a été retransmis. Ouais. Ça a été retransmis, vous n'avez pas le bon document. Juste une petite précision, j'aurais du mal à comprendre, grosso modo, j'ai l'impression qu'on mêle deux affaires. On mêle effectivement dans cette délibération le dépôt d'un article 40 2023 et le dépôt d'un article 40 il y a peu par M. Bernard Gabert. Je serais quand même très surpris et choqué que les élus de la majorité adoptent cette délibération et en faisant ça, ils seraient complices de servir les intérêts de Madame le maire au détriment des intérêts de la commune. Comme là, ce sont des accusations complices. C'est un mot comme un petit peu dur quand même. Vous me permettez d'aller au bout ? Non, mais de dire que vous me permettez d'aller au bout, Monsieur Mardeuil ? Merci. Non, mais de dire que les conseils sont complices, je suis pas... C'est pas terrible. Hein. C'est vrai. Monsieur Mardeuil, vous pouvez me permettre d'aller au bout ? Merci. Je ne peux pas vous couper le micro, mais bon... Eh ben non. On est encore en démocratie. Merci. J'ai de la voix. Hein. Donc,
Je voudrais juste préciser que dans le dépôt de l'article 40 de monsieur Gabert, si poursuite il devait y avoir, encore une fois, voilà, il est à préciser que les poursuites seraient, que Madame le maire serait mis en cause à titre personnel et par conséquence, dans cette affaire, les intérêts de la commune ne seront pas les siens, bien au contraire. Je pense qu'il y a vraiment un amalgame. Donc il n'y a pas lieu, encore une fois, de faire supporter d'éventuelles charges financières issues de futures factures de frais d'avocat par la commune, surtout sans plafond, alors que ces factures-là devraient plutôt incomber à Madame le maire. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien compris le sens de cette délibération, qui est pour moi quand même très importante. Donc c'est pour ça que je vous dis, je serais vraiment très très étonné que les conseillers municipaux de la majorité votent cette délibération. Et j'en serais très choqué. Non, mais ça, c'est vous. Voilà. Ce que vous êtes en train de dire, c'est quand même extraordinaire. Hein. On va passer au vote. Alors, Hervé Barge va intervenir. Ouais, non, moi je voudrais un peu recentrer un peu les choses là, sur cette affaire numéro 15. Monsieur Raffin, on accuse Monsieur Gabert de rien du tout, hein, enfin, contrairement à ce que vous dites, à ce que vous pouvez affirmer. Monsieur Gabert a fait un signalement au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Il n'y a aucun souci, c'est son droit. S'il estime pouvoir, via l'article 40, dénoncer quelque chose, il l'a fait. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, le maire est en droit de demander une protection fonctionnelle dès l'instant où elle estime que cet article 40 pourrait nuire et à sa réputation et à sa probité. Donc l'affaire qui nous préoccupe, et je dis bien l'affaire qui nous préoccupe, qui n'en est pas une, puisqu'il y a un signalement au titre de l'article 40 et le parquet devra se prononcer sur cette affaire. Donc gardons raison, attendons que le parquet se prononce et puis on verra bien. Voilà. Mais on vous accuse de rien du tout et je pense que le maire est parfaitement dans son droit de demander la protection fonctionnelle comme n'importe quel élu de cette assemblée. Il faudrait la prévoir pour moi aussi, la protection fonctionnelle. Hein. Si. Je suis en droit de la demander. Hein. Mais monsieur Gabert, il n'y a aucun souci. Jusqu'à preuve du contraire, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas fait une telle demande. Je vais la faire. Juste, monsieur Barge, pour vous répondre, en fait, dans cette affaire numéro 15, il y a deux paragraphes. On parle effectivement de l'article 40, du 25 octobre 2023, et de l'article 40 déposé par M. Gabert. Donc on demande une protection fonctionnelle au bénéfice du maire par rapport à l'article 40 qu'elle a déposé il y a de ça 2 ans, pourquoi pas, mais que dans la même délibération, on demande une protection fonctionnelle au bénéfice du maire par rapport à l'article que M. Gabert a posé. Moi, je trouve que c'est quand même gros. Si demain, encore une fois, je n'accuse personne, on fait un petit peu de la fiction, mais si demain, il y avait une enquête qui était lancée, que cette enquête révélait des choses, grosso modo, Madame le maire sera engagée à titre personnel et non pas par rapport aux intérêts de la commune. Et elle bénéficierait de cette protection fonctionnelle, alors qu'il n'y a pas lieu. On ferait supporter, encore une fois, à la charge de la commune les frais qui incomberaient à Madame le maire. Je vous rappelle juste aussi, au passage, qu'il y a quelques années de ça, j'ai été moi-même mis au tribunal par Madame le maire. J'aurais pu demander cette protection fonctionnelle, puisque j'ai eu des frais d'avocat. La commune a eu des frais d'avocat, et il y a eu des frais d'avocat en appel. Voilà. Mais j'ai un petit peu plus de déontologie, que certains, et on a assumé les frais nous-mêmes, sans faire porter les frais à la charge de la commune, qui en a déjà porté bien assez depuis le début du mandat. Parce que là, je crois qu'au niveau des frais d'honoraires d'avocats, là, on bat les records au niveau de la commune du Coteau, là. Donc voilà, juste pour signaler ça. C'est important. Monsieur Raffin, je vais quand même vous répondre là-dessus. Vous auriez effectivement pu faire une demande de protection fonctionnelle. Vous ne l'avez pas fait, c'est votre choix. Par contre, quand M. Gabert transmet un signalement au titre de l'article 40 au parquet, j'ose espérer quand même
que c'est le maire du Coteau qui est visé, pas forcément Madame Sandra Creuset-Tête personnellement. Si je peux... Alors, j'ai fait un signalement sur la base de documents du conseil municipal de l'époque. Donc, ce sont des documents que j'ai joints à mon signalement. Et puis, donc, il y a une affaire concernant l'architecte de la construction qui est bizarrement un parent à la maire. Donc, je ne sais pas. Non, mais attendez, monsieur Gabert, vous avez fait votre signalement, il n'y a aucun souci, je veux dire, vous l'avez fait, le parquet se prononcera. Moi, je pense que là, c'est de la politique pure, quoi. Je veux dire, attendons les résultats. C'est du droit. Attendons les résultats du parquet. On peut attendre les résultats, et effectivement. Voilà, je suis d'accord avec vous. On peut attendre. Ça sert à rien de s'enflammer, quoi. Non, mais je m'enflamme pas. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Mais on devrait attendre effectivement les conclusions effectivement du parquet pour demander l'aide protectionnelle. Voilà, il n'y a aucune obligation de la demander maintenant. Et encore une fois, je suis totalement d'accord avec vous. Effectivement, l'article 40 que M. Gabert a déposé, c'est par rapport à Madame le maire. Mais gros. Monsieur Raffin, je finis de répondre à M. Barre. Je crois si que demain ça a assez duré. Monsieur Raffin, je crois qu'on a bien compris. On va passer au vote, s'il vous plaît, parce que là, ça prend une tournure. Alors, on va... Qui s'abstient, s'il vous plaît? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc 5 contre. Je vous remercie. Allez, merci. Les délibérations étant passées, je peux à présent m'exprimer. Vous n'êtes pas avocat, vous mélangez les affaires et je pense que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit en amont. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, André Buffard gère au regard des choses à venir. Excusez-moi, M. Mardaille, vous pouvez rappeler le résultat du vote, s'il vous plaît? Juste, j'ai pas compris, il y a combien de pour et combien de contre? 5 contre. Et les pour? Bah, c'est le reste, hein. J'ai pas donc la voix de Madame le maire, la voix de Madame le maire compte dans la délibération. Elle prend pas part au vote. Non, M. Bardot, il faut le préciser quand même, c'est important. Non, mais on vous l'a dit avant. C'est pas neutre. Le maire ne prend pas part au vote. Ah non, vous l'avez pas dit, non. Non, Madame le maire n'a pas voté. Madame le maire a annoncé qu'elle ne prenait pas part au débat et au vote. Allez. L'affaire suivante, l'affaire numéro 16, l'approbation du règlement intérieur commun des services de la ville du Coteau et de son CCAS. Donc le règlement intérieur a été travaillé avec les organismes partenaires sociaux de la commune, les agents, donc son CCAS comme la ville du Coteau, le CCAS comme la ville du Coteau, donc ont aujourd'hui un nouveau règlement intérieur applicable. C'est un gros travail que les services RH ont effectué depuis plus de 2 ans pour un règlement qui n'avait pas été modifié depuis 2017. Donc en tout cas, voilà, gros chantier et apprécié par l'ensemble des personnels et approuvé. Est-ce qu'il y a des questions qui nous ont été remontées dessus? Non, j'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Approuvé, je vous remercie. L'affaire numéro 17, l'indemnité forfaitaire pour déplacement des agents itinérants, donc modification. Voilà, par rapport à cette délibération, donc en fonction des différents pôles, par rapport à leurs frais, est-ce qu'il y a des questions? Non, aucune question qui nous a été remontée. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé, je vous remercie. Pour la 18, la modification des modalités de maintien du régime indemnitaire du RIFSEP. Donc, cette délibération, donc il y a des questions qui nous ont été remontées. Il faut bien que vous compreniez. Donc ça, c'est quelque chose qui a été voté en plus à l'unanimité par le CST, hein, donc l'organisme
l'instance où on décide avec les représentants des personnels justement des conditions de travail et de ce qui se passe et des évolutions. Le but de cette délibération, et il fallait se mettre au diapason en tout cas des réformes, c'était en clair, il ne faut pas dans le cadre des arrêts longue maladie, donc des agents, qu'il y ait un impact, évidemment la volonté municipale, un impact trop important dans l'intérêt des agents. Or, vous avez différentes fonctions publiques. Vous avez l'État, vous avez la territoriale et vous avez l'hospitalière. Dans la commande, en tout cas, du législateur, ça a été de dire que l'on ne doit pas faire mieux que ce que prévoit l'État dans le cadre de ses personnels, à savoir une prise en charge, donc 33%, 60%, peu importe. Nous, au niveau de la territoriale, on est tombé sur un principe commun avec les agents. Déjà, le but de dire que nos agents ne doivent pas perdre et d'être là pour les sécuriser un maximum dans le cadre des arrêts, évidemment, longue maladie. Ce qui ne concerne pas beaucoup d'agents non plus, et heureusement, j'ai envie de vous dire, vis-à-vis de leur santé. Donc, on a proposé en fait une cote où on s'est dit 33%, on reste sur le 33% à chaque fois. À savoir qu'en interne, la collectivité, on a aussi, dans le cadre du budget, un contrat de groupe qui assure aussi les agents, donc libre arbitre à chacun effectivement de le prendre ou pas, d'y souscrire ou pas, parce que vous pouvez, dans le cadre de vos vie maritale, enfin votre conjoint peut avoir un contrat de groupe ou votre conjointe ailleurs. Ça, c'est du libre arbitre de chacun. En tout cas, la collectivité participe à hauteur de 10 € par agent à ce contrat de groupe-là qui permet aussi à l'agent, de manière subsidiaire, de pouvoir recourir à ces indemnités dans le cadre d'arrêt de longue maladie. Donc il y a des dispositifs qui s'enclenchent. Donc là, c'est du RH pur et dur. Le but de cette délibération, votée à l'unanimité avec les partenaires sociaux, c'était de dire les agents de la commune du Coteau doivent être protégés un maximum par leur collectivité en cas d'arrêt longue maladie. Et je remercie vraiment, et j'ai eu l'occasion de leur dire, je l'ai dit au CCAS aussi dernièrement, mais vraiment dans l'instance syndicale, où on a l'ensemble des partenaires, des personnels qui l'ont, et puis vous étiez présents, vous étiez avec nous, et ça c'est une belle preuve de travail en partenariat et en commun, parce que dans l'intérêt des agents, on s'est tous mis d'accord. Du coup, Monsieur Veillet, vous aviez remonté une question, vous avez eu la réponse? Oui. Alors je vous remercie. Qui est contre, du coup, pour l'application? Qui s'abstient? Donc 3 abstentions. Approuvé. Je vous remercie. La modification des modalités de maintien de l'indemnité spéciale de fonction d'engagement, l'ISFE, donc pour la filière police. Donc c'est le même principe, mais versus police, parce que dans le cadre de la territoriale, ils ont, eux, une autre partie. Donc les choses, ils sont sortis de ce régime général. Donc on applique pour aussi la filière police. Est-ce que là, vous aviez remonté quelque chose? Non, parce que de toute façon, c'était la même. Donc, pour la réponse, c'est pareil. C'était exactement la même chose. Allez, nickel. Donc, pour le même vote, 3 abstentions. Allez, nickel, merci. Et ensuite, pour l'affaire numéro 20, la signature de la convention de service commun avec Roanne Agglomération, donc pour la formation des agents, donc par la délibération du 17 décembre 2024. Donc on est sur ce principe de service commun avec l'AGLO dans le cadre des formations qui sont dispensées en termes de santé et sécurité vis-à-vis de nos agents. Donc ça, c'est la disposition commune que l'on a entre nos CCAS et différentes collectivités, comme Riange par exemple, donc Ville de Roanne, Roanne Agglomération. Donc est-ce qu'il y a eu des questions? Donc c'est la continuité. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, approuvé. Je vous remercie. Voilà pour la fin de l'ordre du jour du Conseil municipal. Alors, avant de nous quitter, quelques informations à vous communiquer. Le vendredi 23 mai, les grands sportifs, les 10 km du Coteau. Donc, à 21h pour les grands et à 19h45 pour les enfants. En espérant qu'il fasse beau. Il n'y a pas de raison, vu la météo, on en parlait ce matin. On souhaite en tout cas une belle course à toutes et tous. Et merci au comité des fêtes et au club athlétique rouennais pour l'organisation. Le 6 juin, Madame Talba, le lancement de la Summer Fiesta. Monsieur Collet, la mise en jeu d'eau pour ce week-end-là, la mise en action des jeux d'eau pour ce week-end-là, avec un concert Hakuna au Parc Beko, qui lance cette Summer Fiesta édition été 2025 aux côtés de Joy Talba à 19h30. Donc,
Nous vous attendons nombreux. Et dans l'après-midi, donc Joy Talbot, et vous aurez toute la communication qui vous sera évidemment donnée, les petits bouts du conservatoire des écoles avec le projet voilà, de ce qu'ils font dans le cadre de leur section musicale. Donc venez les écouter. Le samedi 14 juin, le Forum des créateurs de 11h à 22h, et Madame Lemasson vous en a parlé. Le mardi 17 juin de 10h à 16h à l'Espace des Marronniers, c'est la journée de prévention routière en partenariat avec la préfecture de la Loire et l'association Agir ABCD de Saint-Étienne. Donc ce sont des ateliers pour sensibiliser la population sur les dangers de la route, simulateur de conduite, espèce game sur le thème de la sécurité routière, test code de la route, tapis alcool qui simule un état sous emprise de l'alcool, donc en partenariat avec notre police municipale et sous la direction d'Hervé Barge et avec évidemment, je le disais, la préfecture de la Loire et le prochain conseil municipal le mardi 1er juillet à 18h, en remerciant évidemment Richard Chambrier et la présence du Pays Rouennais et du Progrès ce soir avec les journalistes. Merci, fin du conseil.